Alors bienvenue sur la chaîne du Wellbeing Museum. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Valérie Seguin, qui est auteure, conférencière et réalisatrice surtout de films. On te connaît pour beaucoup de films et je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu es une vraie enquêtrice et ce que j'adore aussi c'est ton côté vraiment altruiste de comprendre aussi les autres personnes. Et je me souviens le rendez-vous qu'on a eu ensemble pour préparer cet entretien. Tu posais beaucoup de questions, tu t'intéresses vraiment à la personne et ça je comprends qu'il y ait ce reflet aussi dans tes films et qu'il y ait cette expertise et cette recherche, cette enquête qui est vraiment une très belle qualité que j'ai trouvée en tout cas chez toi. Donc bienvenue. Merci Hugues, je suis ravie de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Merci à toi. Donc on te connaît pour des films sur la mort, si la mort n'est un passage ou si la mort n'existait pas. Et qu'est-ce qui t'a amené à explorer plus l'âme et à faire des films sur l'âme? Alors en fait, moi, mon cheminement spirituel, je dirais mon cheminement personnel, a commencé par ma rencontre avec mon âme. Et en fait, c'était quand j'avais 30 ans, j'étais complètement fermée à toute spiritualité et à ces notions. Et j'ai eu un grave problème de genou, j'étais très sportive, j'ai eu un genou multi-opéré. Et c'est une magnétiseuse qui finalement me l'a guéri parce que la médecine classique n'arrivait plus à le soigner. Et je devenais handicapée au quotidien, j'avais vraiment du mal à marcher quotidiennement. Donc c'était vraiment lourd. Et une amie m'a emmenée chez sa magnétiseuse et cette femme m'a enlevé toutes mes douleurs. Et elle m'a dit, là je viens de réparer votre corps énergétique, il y avait une cassure au niveau du genou. Pour moi, les corps énergétiques, c'est l'âme, et peut-être que c'est un message de votre âme pour que vous commenciez à vous occuper d'elle. Vous devriez voir si vous êtes sensible aux choses de l'âme, voir si vous êtes, voilà, si ça vous intéresse. Et elle a eu raison parce que j'ai commencé à lire, à étudier, et ça m'a passionnée. J'appelais ça d'ailleurs, les lectures, j'appelais ça de la nourriture pour l'âme. Parce que immédiatement, ça me mettait en joie, en fait. Et effectivement, et on est quand même presque 30 ans plus tard, et je marche normalement, je marche, voilà. Donc c'était bien un problème énergétique au départ, et donc un message de mon âme, parce que les articulations en principe ne s'améliorent pas en vieillissant. Voilà, donc j'ai fait ces films sur la mort, parce que pour moi c'était important de faire déjà un premier film sur où en est la science sur la vie après la mort, et qu'aujourd'hui il y a tout un courant de scientifiques convaincus qu'il y a cette part énergétique en nous, qu'on appelle l'âme, ou la conscience, hein, les scientifiques utilisent plutôt le mot conscience, qui continue après la mort. Mais j'avais toujours, d'ailleurs quand j'ai fait mes interviews pour ces films sur la mort, j'ai aussi interviewé sur l'âme, parce que je savais que j'allais faire un film sur l'âme, parce que pour moi, c'est essentiel c'est l'âme qui va repartir dans l'au-delà. Donc à la fin de notre vie, si on ne s'est pas préoccupé de son âme, je trouve que c'est un peu dommage. Moi, elle a été capable de me casser mon genou, donc je pense qu'elle est venue pour une raison sur Terre, enfin notre âme, quelle que soit la personne, est venue pour une raison sur Terre, et il me semble essentiel de s'en préoccuper. Donc là, tu parles de chemin de vie quelque part aussi Oui. pour chaque personne. Est-ce que tu préfères le mot mission, chemin, comment Chemin d'âme. chemin d'âme? Chemin d'âme, parce que c'est pas forcément on n'a pas forcément une mission. Hmm. Pour certains, ça peut être un travail sur soi, ça peut être voilà, chacun, c'est pas forcément une mission en fait. C'est vraiment ça. Déjà, je crois que la première mission qu'on ait finalement, c'est à rencontrer notre âme. Donc faire ce chemin intérieur de rencontre avec son âme. Et à ce moment-là, elle va nous guider, elle va nous envoyer des messages, par l'intuition. On dit que l'intuition, c'est l'intelligence de l'âme. Et donc, elle nous guidera
vers quoi on doit aller et ce qu'elle souhaitait faire sur Terre. Donc, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que le mot mission, quelque part, ça veut dire que si on n'a pas trouvé, il y a un manque, on cultive Ouais. quelque chose qui est plutôt en attente. Et donc, le chemin, le chemin d'âme, ça permet justement de pouvoir naviguer et puis de pouvoir essayer d'offrir le maximum et de cette rencontre de soi-même avec son âme, comme tu dis si bien. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est important de préciser que le chemin d'âme, il est propre à chacun. Et il y a des personnes pour qui telle cause va être importante et on doit respecter qu'ils ne vont pas aller forcément sur notre cause à nous, en fait. Chaque âme a ses propres besoins. Oui, on n'empiète pas sur le chemin de l'autre, en fait. Donc, Oui, moi j'ai déjà entendu des jugements, même moi, comment tu t'intéresses pas à cette cause, mais c'est essentiel. Bah oui, mais moi c'est pas mon chemin d'âme en fait. Oui, elle est importante cette cause, mais moi c'est un autre. Voilà, moi je m'intéresse, mon âme va sur d'autres sujets. Oui, bien, ça veut dire de capitaliser sur le don qu'on peut trouver en nous pour pouvoir s'occuper. Ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse pas aux autres causes, mais ça veut dire qu'on laisse ceux qui sont les plus potentiellement aptes aussi à réaliser pour aider dans cette cause-là, plutôt que de prendre la place de quelqu'un d'autre, quoi. Donc, Oui, puis on et peut mal. pas être sur toutes les causes. C'est ça, c'est ça. Tu viens de parler d'intuition. Également, comment tu choisis tes experts? Comment tu as choisi aussi les personnes qui interviennent dans les différents films que tu as faits? Comment tu as pu les interpeller pour qu'ils répondent aussi à tes questions? Alors déjà, c'est beaucoup mes lectures. Donc il y avait des personnes au départ que j'ai envie d'avoir sur un film. Et puis ensuite, je regarde ce qui me manque et je vais chercher aussi les experts sur ces manques. Et je fais ça de manière très intuitive en fait. Je n'ai pas un programme au départ. Comme je ne suis pas réalisatrice de métier, parce qu'au départ, en principe, quand tu fais un film, quand tu es réalisateur, à l'école, on t'apprend à l'école de cinéma, on t'apprend d'abord, tu dois faire un script avec tout ce que tu veux mettre dans un film. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai tendance à interviewer des personnes et puis ensuite prendre ce qui est beau chez chacun et faire le film. Et après, je vois ce qui manque. Avec le fil conducteur? Voilà. Quand même de Du thème. Bien sûr, bien sûr. Quelle personne que tu as interviewée qui t'a vraiment marqué? Est-ce que tu peux donner quelques exemples, quelques histoires qui sont vraiment importantes pour toi, qui ont résonné aussi en toi, de ce qu'ils ont pu dire? Je crois qu'il y a des scientifiques, déjà Mario Beauregard, Steven Lorez, parce qu'ils ils ont étudié la conscience et le professeur Steven Lorez, par exemple, en fait, Mario Beauregard m'a expliqué que on ne peut pas, le cerveau est incapable de produire une pensée, et ça me paraissait complètement dingue, en fait. Et quand j'ai rencontré le professeur Steven Lorez, qui je dirais, le professeur en Europe qui travaille sur la conscience, qui est vraiment la référence, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est vrai que notre cerveau est incapable de produire une pensée? Et il m'a répondu, alors oui, c'est vrai, mais c'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'ils étudient la conscience et il dit mon ignorance est claire. Donc en fait, si notre cerveau ne peut pas produire la conscience, qu'est-ce qui produit la conscience, la pensée, nos émotions? En fait, ce qu'il dit, c'est que les cellules de notre cerveau ne sont pas plus intelligentes que celles de notre petit doigt. Donc comment de quelque chose de matériel, on peut créer quelque chose d'immatériel comme la conscience? Et ça, c'est le grand souci de la science aujourd'hui. Donc c'est une question ouverte, qui reste C'est une ouverte. question ouverte, Parce qu'on n'a pas exactement. de... D'ailleurs, Christophe Fauré, le docteur Christophe Fauré, dans mon dernier film, dit « Aujourd'hui, être cartésien, c'est penser que c'est le cerveau qui produit la conscience. Et dans quelques années, être cartésien, ce sera admettre que bah non, c'est pas le cerveau qui produit la conscience. » Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de preuve qui démontrent le contraire. Oui, c'est ça, c'est par le contraire qu'on arrive aussi à expliquer certaines choses. Et tu as dit que tu as fait des études aussi très cartésiennes, tu as travaillé dans des entreprises et tu as eu ce problème au genou qui t'a fait prendre conscience. Mais est-ce qu'il faut aussi des accidents de la vie pour passer du rationnel à l'irrationnel? Ça, c'est la grande question. Ouais. Je m'interroge beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on doit passer par une épreuve? Ouais. Est-ce que si j'avais eu cette connaissance de l'âme avant, est-ce que je serais passée par cette épreuve? Ça, c'est une grande question. Et est-ce que je pense qu'on a un chemin d'âme et qui a été peut-être un peu décidé avant qu'on vienne sur Terre. Et est-ce que l'épreuve est obligatoire? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Et quels sont tes éléments de réponse actuellement? Ouais.
Je sais pas, j'en discutais récemment avec un psychiatre et il me disait: «Mais de toute façon, entre 20 et 30 ans, on construit sa personnalité, Oui, donc on se préoccupe pas de ça». oui. Maintenant, je me pose la question, si effectivement on construit sa personnalité, mais qu'en arrière-plan, on savait quand même qu'on a une âme qui a aussi des besoins, est-ce qu'on pourrait éviter justement, l'épreuve, la cassure? Peut-être, je sais pas. Je pense il y a beaucoup d'informations aussi sur l'hypersensibilité, sur des gens qui sont... Mmh. Donc peut-être ces personnes-là aussi n'ont pas forcément... Enfin, ils sont plus ouverts et une aptitude à pouvoir intégrer aussi ces chemins d'âme plus facilement que d'autres personnes. Et ils ont peut-être pas besoin aussi d'accidents. C'est quand on est dans une course ou quand on est une course vers quelque chose qui peut-être nous correspond pas vraiment. C'est là qu'il y a un accident, nous fait un éveil, nous réveille. Mais lorsque les personnes sont hypersensibles, peut-être qu'il y a cette ouverture-là. Et puis il y a l'éducation, je pense aussi. Et puis Ouais. plus on est des personnes comme toi font des films qui sont une autre vision aussi, pas que des livres, mais une autre vision aussi peut-être plus facile. Tu dois le voir dans les débats également, dans les questions que tu peux avoir. Je pense que ça interpelle plus. Si je reprends ce que tu dans ton livre, donc aller à la rencontre de son âme. Donc à un moment, tu dis justement, à travers ces nouveaux films, mon intention était simple, je voulais transmettre toute cette joie que l'on ressent lorsqu'on se connecte à son âme, évoquer la sensation d'amour et le bonheur intérieur qui en découle. Oui, alors ça c'est vrai, c'est certain parce que en fait, je pense qu'avant j'étais beaucoup dans le mental, comme beaucoup de gens Mm. et finalement c'est pas une fatalité, on peut changer ça et moi je l'ai découvert assez tard qu'en fait on peut être moins dans le mental et vivre plus dans notre intériorité et pour moi l'âme c'est un espace de paix, de joie à l'intérieur de nous qui est sans angoisse et c'est extrêmement précieux d'avoir ça, d'avoir accès à ça dans notre société. Surtout qu'aujourd'hui, on dit qu'on est dans une société un peu anxiogène, de plus en plus anxiogène. Et ça, en revanche, oui, moi je trouve que l'apprendre le plus tôt possible à des jeunes, ce serait bien. Donc ces messages-là, parce que dans ton public qui va voir l'âme 1 et l'âme 2, quels sont un peu les âges ou est-ce qu'il y a des personnes qui se... tu peux faire un archétype à peu près sociétal est-ce qu'il y a des jeunes également ou Alors, il y en pas? a de plus en plus. D'accord. Je suis surprise. Donc dans le bon sens, c'est bon Oui, signe par exactement, dans le rapport à bon une sens. évolution Ouais, tout à fait. de Ouais, société. ouais. Après avoir fait donc l'âme 1, pourquoi l'âme 2? Parce qu'il y a des choses que je n'avais pas mis dans mes précédents films, D'accord. comme l'âme des animaux, la réincarnation, une possible réincarnation. Donc j'avais envie de faire cet autre film en fait. Et puis il est léger en fait, c'est vraiment un voyage dans l'au-delà et l'invisible. Oui, c'est vrai. Et puis il y a un moment aussi où ce qui m'a vraiment aussi ému, c'est quand il y a ces prières collectives en fait Oui, aussi ah oui, envers une il y a ça personne, aussi. etc. Ouais, Et voilà. ça, c'est une Ouais, dimension, c'est vraiment de se regrouper et puis de porter des intentions, des demandes à distance, mais le fait du collectif, du cercle aussi de personnes avec une même intention, cette force, ces vibrations sont très perceptibles dans le film. oui, Et je tout à trouvais ça fait. très Ouais, beau. ouais. Et puis les tâches de naissance aussi, tu parles à un moment Ouais, aussi, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à vie intérieure. On va pas tout dire, ouais, mais en tout ouais, cas, il y a beaucoup de choses qui sont abordées qui n'étaient pas dans le 1. Donc, ouais. ça se Et complète qui bien. n'était pas non plus dans mes films sur la mort. Et oui, puisque c'était vraiment après aussi le décès de ton père, c'est ça, et puis de ces sensations de le vivre, enfin de l'avoir avec toi pendant quelques jours après sa mort, c'est ça. Ah oui, il y a un passage aussi dans le livre par rapport, on a dit que il n'est pas forcément besoin d'avoir des épreuves pour s'ouvrir à l'âme, et également on peut être emprisonné dans le mental. Donc comment on peut se sortir de ça? Parce que c'est une remarque de Catherine Henry Plessier qui parle de notre âme emprisonnée dans notre mental. Donc c'est une ancienne médecin, éveilleuse d'âme aujourd'hui, qui dit que libérer notre âme à la prison du mental a pris le pouvoir dans nos vies, qui nous fait vivre dans le passé plutôt et elle rumine tout le temps, et ce que nous avons vécu, qui nous fait vivre dans le futur parce qu'elle nous fait peur. Nous avons peur de ce qui va arriver, de ce qu'on va faire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, et on oublie de vivre dans le présent. L'âme, elle est dans le présent, elle s'exprime dans le présent. Ouais. Est-ce que ça peut être aussi des pistes pour ouvrir les gens aussi à retrouver leur propre âme? Oui, tout à fait. En fait, il y a plein de pratiques pour se relier à l'instant présent, pour apaiser le mental et se relier à l'instant présent et vraiment se connecter à cette intériorité. Et c'est à chacun de trouver celle qui lui convient. Personnellement, moi, j'utilise la respiration consciente abdominale,
Mais il y a plein de méthodes. Comment ça t'est venu cette respiration abdominale? Qui t'a enseigné? Comment tu es venu là? Alors, c'est venu un peu par hasard. Une orthodontiste, en fait, parce que j'avais un petit souci avec mes dents et qui me dit: «Ah, mais vous respirez par le haut du corps». Et je lui dis: «Bah oui, je respire normalement». Elle me dit: «Oui, mais ça, c'est une respiration courte qui n'est pas ressourçante. Vous devriez essayer de respirer en ventral». Et ça a été le début, parce que pour moi, la respiration consciente abdominale pour se relier à son âme, ça passe par la respiration ventrale. Si je ne respirais pas en ventral, je pense que je ne pourrais pas me connecter à mon âme. Parce que l'âme, c'est les corps énergétiques. Et en fait, il faut les fluidifier. Et donc, ça passe. Voilà. En fait, la respiration ventrale est devenue ma respiration normale, en fait, enfin habituelle. Et ce qui fait que ça fait fluidifier toutes les énergies, tous nos corps énergétiques. Voilà. Et ensuite, je mets une intention d'ouverture de cœur, une intention justement de pensée positive. Et ce qui fait que pour se relier à son âme, il faut que le chakra du cœur soit ouvert. Et le chakra du cœur, c'est le chakra compassion, sensibilité. Et donc, j'ouvre avec des pensées, j'ouvre aussi ce chakra du cœur. Et voilà, donc je fais un petit exercice qui dure quelques secondes, en fait, de respiration abdominale et d'ouverture du cœur. Et là, voilà, je ressens cette paix. Alors, c'est assez subtil, hein, ça s'est pas fait comme ça. Et puis parfois, j'ai aucune paix intérieure pendant quelques semaines et puis ça revient. Mais plus on pratique et plus c'est facile d'y avoir accès. Et tu fais ça plusieurs fois par jour ou Oui, comment voilà, ouais. D'accord. Quand tu ressens un besoin ou Non, à tout vraiment quand moment. tu as tout À tout moment. Même par exemple, je vais t'écouter, bah, tu vois, je vais être ici. Et ce qui fait que moi, ça m'a beaucoup. Avant, je ruminais beaucoup, j'étais beaucoup dans la tête, et ça m'a vraiment apaisé. Ça m'a vraiment. Parce qu'à force de vivre ici, finalement, notre mental, il s'habitue à être beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. C'est vraiment une pratique qui est un bon conseil, je pense, pour de nombre de gens. Donc, est-ce que tu peux presque même l'exprimer plus vraiment physiquement, comme donc tu respires de manière ventrale, Sans faire d'effort. sans faire Sans d'effort. faire d'effort. Et c'est vraiment, voilà, naturellement, le ventre se gonfle, se dégonfle, mais vraiment sans faire d'effort. Et puis, j'imagine que les corps énergétiques, c'est de l'énergie. Donc, quelque part, je fais tourner un peu c'est comme si mes énergies tournaient. Mentalement, je vois que ça tourne, en fait. Ça se fluidifie comme ça. Et puis, je mets une pensée positive. Ça peut être penser à quelque chose d'heureux. Ça peut être juste, voilà, juste quelque chose qui ouvre le cœur. Et ce qui fait qu'il y a l'énergie du cœur qui est une énergie de joie, c'est une énergie d'amour. Dans le chakra du cœur, l'âme, c'est une énergie d'amour. Et donc, elle se diffuse dans le corps. Et ce qui fait qu'on est en paix, en joie, sans angoisse. Et c'est extrêmement agréable. Donc il y a une participation quand même active hein, Oui. en mettant Mais sans forcer. Voilà, on ne force pas la respiration. Et la première étape, je dirais, c'est déjà apprendre à respirer en ventral. Et ça se fait. Parce que certaines personnes qui n'ont jamais respiré en ventral peuvent avoir le diaphragme, c'est ce muscle de la respiration un peu bloqué en fait. Donc il faut déjà le débloquer. Voilà, il faut peut-être faire des exercices pour débloquer le diaphragme. D'accord. Donc vraiment ce sentiment d'ouverture. Est-ce que tu ressens aussi dans le corps quelque chose de Ah oui, plénitude oui, ou parce que comment... l'énergie se diffuse en fait. Donc on sent une énergie de plénitude qui se diffuse dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts. Ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu as dit que c'était une orthodontiste qui t'a Ouais. aidé à ça. Donc c'est vraiment ce sentiment d'écoute à chaque fois, hein, parce que tu as écouté aussi tes premiers médecins par rapport au genou, après donc je trouve ça vraiment très très intéressant aussi pour tout le monde qui nous équipe de toujours avoir cette écoute vraiment et de prendre pour soi des outils ou pas des critiques mais vraiment de quelque chose de constructif pour son bien quoi, pour son propre bien. Absolument. Donc ça c'est Ouais, c'est plutôt bien. essentiel. Donc deux films mais il y a quand même aussi le livre donc aller à la rencontre de son âme. Qu'est-ce que tu as voulu faire quelque chose de complémentaire par rapport au film? Quelle était un peu l'intention par rapport Alors oui, parce que ce livre, c'est vraiment une synthèse de mes 4 films, les 2 films sur l'âme et aussi sur la mort, parce que les derniers chapitres, c'est aussi sur la mort. Il y a aussi toutes mes expériences personnelles, parce que moi, je n'apparais pas du tout dans les films. Donc il y a vraiment tout mon témoignage et toutes mes expériences personnelles. Le livre aussi permet d'aller plus loin dans les interviews. C'est-à-dire qu'il y a plein de morceaux d'interviews que j'ai pas pu mettre dans les films, parce que dans un film, on peut pas tout dire. Alors que dans le livre, j'ai repris des passages d'interviews qui étaient superbes et qui permettent justement d'aller plus loin. et qui nous permet de faire des lectures aujourd'hui. Ouais. Donc ça nous permet également d'aller plus précisément sur certains sujets. Donc tu as choisi aussi de montrer donc les films l'âme en ciné-débat. Hein, donc est-ce que dans toute la France et même il y a d'autres pays également qui sont assez ouverts comme limitrophes ou La Suisse, beaucoup. très bien. La Belgique aussi.
J'ai des demandes au Canada, mais je ne l'ai pas encore fait. Ben, j'espère que Ouais, ça ce serait va, bien. que ça va se réaliser très vite, parce que je pense il y a des connexions qui peuvent être sympas. Quels sont un peu les retours que tu peux avoir, les questions assez récurrentes, et puis des choses qui t'ont marqué, qui t'ont vraiment ému dans des témoignages de gens qui ont vu le film et qui te parlent et qui te posent des questions après les débats. Alors récemment, je dirais ce qui m'a ému, c'est que j'ai des témoignages de parents qui ont montré le film à des ados ou des jeunes adultes, à leurs enfants, et qui m'ont dit, voilà, mon enfant n'était pas bien, un peu dépressif, et le film L'âme les a vraiment ouverts. Sur YouTube, parce que le film L'âme est aussi sur YouTube, Le premier. le premier, Mm. voilà, avec de la pub, hein, mais on peut le voir aussi en VOD sans pub. Et il y a des témoignages qui sont vraiment magnifiques, en fait. Il y a plus de 1000 témoignages et même récemment, il y a une jeune femme qui disait que ça lui avait vraiment ouvert des pistes voilà, il y a beaucoup de témoignages, d'avis comme quoi ça les a ouverts à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus serein, de plus paisible, de plus une autre perspective dans la vie. Donc c'est vraiment un film d'espoir. Ce sont des films d'espoir. C'est vrai, d'autant plus qu'il y a des experts scientifiques, il y a des médecins, enfin il y a des Je personnes qui ont m'appuie, ouais. vécu, voilà, Je m'appuie sur la science, c'est sur ça. les scientifiques, ouais, C'est ça. beaucoup. Est-ce que c'est un moyen pour toi aussi de faire basculer en fait les gens qui sont très rationnels vers cette ouverture-là, d'avoir des arguments très scientifiques ou des pistes aussi qui permettent de les perturber leur raisonnement C'est mon classique? premier film. Et si Mmh. la mort n'existait Mmh. pas, où en est la Mmh. science sur la vie après la mort, c'est le Mmh. premier que j'ai fait. Mmh. Et je l'ai fait pour cette raison. Parce qu'en fait, quand on me disait, bon, il est sorti en 2018, donc j'ai mis 3 ans à le faire, à mon premier film. Et quand je commençais à faire ça, si j'étais face à des gens qui me disaient, oui, mais c'est ça, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas l'au-delà, enfin voilà. Et c'est très difficile d'expliquer pourquoi on est convaincu, en fait. Et en fait, ce film, c'est vraiment le film que j'aurais voulu montrer, en fait. Il dure 50 minutes et il présente toutes les études scientifiques et tous les phénomènes étudiés. Et c'est quand on les additionne, c'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer, en fait. Parce que quand on parle des expériences de mort imminente, eh ben, les gens répondent oui, mais ils sont pas morts. Alors que là, quand on additionne tous les phénomènes et toutes les études scientifiques, ça fait beaucoup. Donc aujourd'hui, quand on me dit ouais, ça c'est n'importe quoi, je leur dis bah, écoute, il existe un film qui est sur YouTube, qui dure 50 minutes, qui s'appelle Et si la mort n'existait pas. Mmh. Tu le regardes, c'est Mmh. justement, ça présente où en est la science sur la vie après la mort, et puis après on en reparle. Et je pense que le fait d'avoir des avis d'experts très différents, il y a toujours une résonance pour au moins un de tous qui va permettre de faire avancer aussi cette ouverture, quoi. Donc, Récemment, il y a une maman qui a perdu son fils et qui me disait ton film Et si la mort n'existait pas, ça a été ma porte d'entrée vers l'invisible. Et toi, Valérie, comment tu vis ta spiritualité donc au quotidien? Donc tu as parlé de la respiration ventrale et comment tu mets en œuvre ta spiritualité? Alors déjà, ça fait 10 ans que je travaille pour la spiritualité. Je travaille pour l'invisible puisque j'ai écrit 3 livres, j'ai fait 5 films. Pour moi, la spiritualité, c'est à la fois la paix intérieure, effectivement. De temps en temps, je fais des stages. Par exemple, samedi, j'ai fait une journée de respiration holotropique. J'ai trouvé ça dingue. Enfin, dingue dans le bon sens, hein. Mmh. Moi, j'ai vécu une très, très belle expérience parce que c'est des pratiques. Moi, j'ai aucun don paranormaux ou médiumniques, mais c'est des pratiques qui me permettent d'être en lien avec l'invisible. Voilà, le samedi, j'ai clairement je me suis retrouvée face à l'invisible et à ressentir les énergies de l'invisible. Ça, toute seule, j'y arrive pas. C'est parce que j'ai fait une pratique, une journée de séminaire, qui fait que j'y suis arrivée. Et voilà, donc de temps en temps, je trouve que c'est pas mal de faire des stages ou d'aller plus loin. Ouais, déjà, ça permet la rencontre avec aussi d'autres personnes Ouais. et puis ça permet d'appréhender, enfin oui, de pouvoir prendre, intérioriser aussi des chemins d'accès qui sont plus rapides et qu'on connaissait pas en Ouais. fait, hein. Donc de compléter notre façon de se relier. Oui, avec la respiration holotropique, respiration transformatrice, si on est désaligné, moi je remarque personnellement qu'en quelques minutes, ça nous réaligne. J'avais fait aussi un atelier d'une heure et demie, enfin d'une heure de respiration transformatrice, et là aussi, ça m'avait réaligné immédiatement en fait. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que on a cet outil en soi. On a Ouais. besoin de rien d'autre à l'extérieur en fait, hein. Donc Ouais. c'est un outil qu'on a en soi, qui est gratuit, qui coûte C'est bon, rien ouais. et qu'on possède tous. Donc Mais c'est on ne sait pas s'en servir. absolument. Donc je pense que on parlait de la jeunesse, la transmission tout à l'heure, hein, et il y a peut-être aussi des choses à faire par rapport à la respiration, de prendre
quelques expériences aussi de différentes méthodes pour peut-être en faire un film, hein, on ne sait pas. Peut-être. Alors, un des films traite également des nouvelles formes d'intelligence humaine au travail. Ouais. Donc, c'est un thème que tu as abordé également. Donc, tu vas voir les entreprises aussi avec ce thème de l'intelligence humaine en entreprise. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes formes d'intelligence qu'on peut, que ce soit émotionnelle et leur importance aujourd'hui? Alors, l'intelligence émotionnelle, je crois que enfin, c'est assez connu aujourd'hui. C'est cette gestion des émotions, l'écoute de l'autre, mais ça reste, je dirais, terrestre quelque part. L'intelligence corporelle, donc là, notre corps nous parle, mais pour moi, le corps, c'est aussi justement ces corps énergétiques. Et donc, il y a une intelligence en fait du corps, et on va sentir si on est en joie, ou si en revanche on a des frissons, ou si on n'est pas bien intérieurement. Donc, ça va nous aider dans des prises de décision. Il y a aussi l'intelligence intuitive, qui est l'intelligence de l'âme quelque part. Et cette intelligence intuitive, on va écouter notre corps et on va ressentir effectivement des ressentis corporels. Et ça va aussi nous donner des messages et des nouvelles idées. Je pense que notre mental, la créativité, je pense que c'est plus l'intuition que le mental. Parce que le mental, il travaille à partir de ce qu'il connaît, de ce qu'il a appris. Et alors que l'intuition, finalement, tout d'un coup, va émerger des idées nouvelles sans qu'on réfléchisse. Oui, le côté spontané, et le Ouais. côté aussi Eureka, Eureka, voilà. Ouais. qui apparaît de, on ne sait pas où, justement. Exactement. C'est ce mystère Et c'est quand on fait autre chose. C'est vraiment quand on... Moi, c'est souvent quand je fais du sport, ou vraiment quand je fais complètement autre chose. que vient l'idée Ouais. de la création, vraiment la création. Mais est-ce que ça veut dire que l'intuition, elle vient de l'extérieur de nous, ou c'est-à-dire que comme si nous étions tous rassemblés dans un tout et puis qu'elle venait de cette partie-là, ou on est quand même participatif aussi et qu'il y a cette partie intelligence quand même mentale qui permet de canaliser cette intuition? Je pense que ça doit être un peu des deux. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne l'intuition, mais en tout cas, les idées nouvelles, elles arrivent. Et c'est pas quand on réfléchit, mais en même temps, on a quand même la connaissance du sujet, donc il y a bien quand même le mental qui aussi... Est-ce que c'est aussi en lien avec l'invisible? C'est ça. Donc, mais je me souviens d'une conférence de Laurent Gounel justement sur l'intuition qui expliquait au départ que pour pouvoir accéder aussi à l'intuition, on écarte vraiment le mental dans un premier temps, parce que sinon ça va perturber les choses. Ouais. Donc, pour faire la place et pour que même s'il y a une idée qui apparaît, tout de suite on la jette et on fait vraiment le mouvement aussi de la jeter pour faire place justement à cette pureté de l'ouverture dont on ne sait pas où. Et j'ai remarqué que quand les idées arrivent de manière intuitive, il faut les noter parce que sinon elles disparaissent. Oui, et c'est là qu'on est actif et qu'on est vraiment le réceptacle en fait Ouais, finalement de cette idée-là. Et si on le note pas, c'est vrai elle peut disparaître très très vite. Oui, parce que c'est pas aller au mental en fait, donc on s'en souvient pas forcément. Et pour l'entreprise, quel type d'intelligence on va plus mettre en œuvre, plus muscler, plus mettre au quotidien, d'une manière assez générale? Alors déjà, je pense que c'est l'intelligence émotionnelle qui se pratique aussi à travers la communication non violente. Et donc ça améliore aussi beaucoup évidemment les relations en entreprise. Après, cette intelligence intuitive, elle va vraiment nous aider et l'intelligence corporelle, à prendre dans nos prises de décision, dans la créativité et aussi dans la gestion du stress. Parce que c'est vrai que ce chemin spirituel, enfin ce chemin intérieur, je dirais vers l'âme, je disais tout à l'heure, l'âme c'est vraiment un espace de paix, de joie à l'intérieur de nous, qui est sans angoisse. Eh bien, dans le travail, c'est important d'avoir cet espace en nous, dans lequel on peut se réfugier quelque part. Et quel bénéfice dans le climat de l'entreprise il peut y avoir donc en mettant en avant ces pratiques d'intelligence? Clairement déjà une meilleure entente, je veux dire beaucoup plus de douceur, de délicatesse dans les relations. Et puis aussi, ne pas prendre des décisions, ça aide au niveau de la prise de décision. Et ce qui fait que les décisions, c'est quand même essentiel aussi en entreprise, la prise de décision, la vision stratégique. Et ça peut vraiment nous aider à avoir une meilleure prise de décision, une meilleure stratégie. Et quelle réticence il peut y avoir, quel frein il peut y avoir pour utiliser de manière plus ouverte ces intelligences? Le frein, c'est uniquement si les personnes sont fermées à ça, voilà, c'est...
Mais je pense qu'aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus. Dans le film, justement, sur l'intelligence, sur les nouvelles formes d'intelligence, il y a un dirigeant qui dit, bah, c'est justement parce qu'on utilise ces intelligences, ces nouvelles formes d'intelligence plus humaines, plus créatives, plus intuitives, plus collaboratives aussi, que les résultats sont là. Donc, de toute façon, un dirigeant, il ne pourra... Enfin, au niveau des équipes et au niveau d'un dirigeant, ça ne peut être que de l'amélioration. Donc ça doit, ce que j'entends, c'est que ça doit quand même passer d'abord par le dirigeant, par une impulsion du dirigeant. Ça aide. Mm. Ça aide. Dans le film, je montre aussi, j'ai interviewé aussi des responsables de services dans des grandes entreprises. Alors, eux, ils l'ont fait dans leur service. Maintenant, ça aide, si vous voulez, évidemment, à se diffuser si ça vient d'en haut. Donc est-ce que tu es optimiste par rapport aux entreprises de demain, avec ces prises de Oui, conscience oui, ou... parce que les jeunes aussi ne veulent pas forcément pas travailler dans des environnements qui sont compliqués. Ou là, ça améliore quand même beaucoup l'environnement. Donc, pour attirer des jeunes et pour les garder, je pense que c'est important d'aller sur ce genre de, de climat et d'intelligence. Donc un dirigeant qui veut s'ouvrir et mettre en place dans son entreprise cette ouverture et ces intelligences, quels conseils tu peux donner? Est-ce que tu as des petits tips que tu peux donner pour ces dirigeants? Et est-ce que c'est des livres, des films? Comment ils peuvent mettre en place tout ça? Alors, je pense, bah, déjà, le film, j'ai aussi écrit, parce que souvent on me disait concrètement on fait comment. Mm. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit aussi Et si je libérais mon intelligence intuitive et spirituelle, qui est le livre qui est sorti chez Erol, pour compléter le film, qui vraiment montre voilà, les différentes étapes et un chemin pour progresser. Mais c'est déjà instaurer la confiance au niveau de l'entreprise. Bien souvent, on n'ose pas, en tant que salarié, dire ce qu'on pense. Et c'est dommage parce qu'on a certainement des choses intelligentes à dire. Voilà, donc c'est déjà instaurer la confiance, instaurer... donc il y a plusieurs étapes, en fait, je dirais, si on veut transformer son entreprise. Donc la confiance, les dialogues, je pense avec respect, et puis mettre de la joie aussi, je pense aussi dans les relations. Hein, mais on peut parler de choses sérieuses même avec de la joie et de la Bien sûr. bienveillance, donc Bien sûr, ça ouais. n'empêche Ah bah pas. oui, oui, tout à fait. Et ça passe mieux d'ailleurs. Et peut-être aussi des pratiques. Parler de respiration consciente, en quelques secondes, c'est très efficace pour une entreprise parce que en quelques secondes, on se réaligne en fait. Donc apprendre ça en entreprise, je trouve ça essentiel. Oui, c'est vrai que la respiration, en fait, on peut aller droit au but, au sujet principal et résoudre les choses plus facilement que de s'éparpiller avec des sujets qui n'ont rien à voir et qu'on ne veut pas traiter le sujet principal, quoi. Donc la respiration, Oui, ça permet de ce recentrage. de ce recentrage. Mm. On sait aussi que quand on est dans l'émotion, donc dans le stress, Mm. eh bien, on n'a pas accès à notre raisonnement, donc on raisonne pas forcément bien. Oui, on n'est pas dans la bonne émotion pour traiter les sujets. Quels sont tes prochains travaux? Est-ce que tu es déjà sur un prochain livre, un prochain film ou quels sont un peu tes projets? Alors, je pense à un prochain film que j'ai en tête. Je ne sais pas encore exactement, voilà, ça reste un projet, mais sur les pratiques peut-être, sur peut-être aussi à destination des jeunes, on verra. Bah, j'espère qu'en tout cas on t'entendra aussi et on te verra dans le film parce que tu as beaucoup filmé ou mis en œuvre et fait des interviews, mais bah, j'espère que cette fois-ci tu seras aussi au devant des images. Oui, je pense que je le ferai ouais, dans le Ah bah prochain. super, Voilà. super. Et comment tu équilibres même ta vie aussi? Et comment tu habites en ville, hein, Oui. tu habites à Paris, tu es parisienne, et quel est un peu ton équilibre pour te ressourcer? Quelles sont tes pratiques habituelles? Du sport, marche en forêt, faire du vélo aussi. J'aime bien aller en forêt. Donc le week-end, oui, j'essaie d'aller en forêt et en semaine, j'essaie quand même de faire un petit peu de sport. Et d'ailleurs, tu l'abordes, je pense, la forêt, enfin la nature, dans le livre également. Le contact avec la nature et avec l'art, si le contact avec la nature a pour effet de calmer notre mental, il peut également ouvrir notre cœur. Lorsque nous sommes dans la nature, dans une attitude d'accueil, tout se passe comme s'il y avait une reconnaissance, une réactivation de l'énergie de notre âme en nous. Souvent, l'art produit également le même effet. Si on y est sensible, il réveille ce qui est beau en nous, il le fait vibrer. Et si on laisse cette beauté résonner intérieurement, notre cœur s'ouvre et parfois de belles intuitions nous parviennent. Oui, oui, c'est vrai. Je me rappelle de ce passage et ensuite je cite l'exemple où j'étais allée voir une expo dans un musée. Et il y avait une sculpture que je trouvais absolument magnifique et je me suis retrouvée face à cette sculpture et quelque part je suis rentrée justement dans ce contact avec la beauté et avec l'âme et j'ai posé une question. J'avais une prise de décision à faire
Et j'ai eu la réponse. Face à cette sculpture, quelque part, elle m'a ouvert à cet espace intuitif de l'âme. Est-ce que ça t'arrive souvent donc de faire des demandes lorsque tu te poses des questions comme ça? Parce que tu formalises, là j'entends bien qu'il y a une formalisation quand même d'une question, d'une demande. Est-ce que ça t'arrive souvent? De temps en temps, voilà. Je sais qu'aussi en ouvrant un livre, Mhm. je vais avoir les réponses. Ça, c'est classique. On en parle souvent, ça. Vous posez des questions, puis vous prenez un livre au hasard, vous ouvrez et vous avez la réponse. Ça, Des signes, des synchronicités. Et Les- ça, je les cherche pas forcément. Elles arrivent et je dis, tiens, voilà, il y a un signe. Qui peut être négatif, ça veut dire n'y va pas, ou qui peut être positif. Je me dis, ça, c'est mon chemin. Et si ton mental intervient, tu redemandes encore une deuxième fois ou comme une approbation ou tu te laisses J'accueille en guider? fait. D'accord. Je cherche pas Mhm. forcément. Après, je vais analyser Mhm. avec mon mental Mhm. ce que je viens de vivre, mais Mhm. je fais assez confiance aux signes de l'invisible. Et tu as des souvenirs de synchronicité aussi qui t'ont vraiment marqué ou ça t'a permis d'avancer? Oui, bah, y en a une qui est assez extraordinaire. C'est quand mon premier livre est sorti, les 3 jours et demi après la mort de mon père, donc en 2015, le Forum 104, qui est un lieu interspirituel à Paris, m'a proposé de faire une conférence et ils me disent, bah là, ils font leur programme une année à l'avance, et ils me disent la seule date possible, c'est le 4 octobre. Je dis, bah génial, le 4 octobre, c'est la date de l'anniversaire de mon père. Elle me rappelle une demi-heure après, elle me dit, Valérie, je suis vraiment désolée, cette date est importante pour toi, mais ça ne marche pas le 4 octobre, toutes les salles sont prises. La seule date possible, c'est le 19 mars. Et là, je lui réponds, 19 mars, c'est mon anniversaire. Waouh! Et donc, elle avait choisi les 2 dates anniversaires, en plus sur un livre sur le décès de mon père. Donc, Mhm. et je lui dis, ok, bon, bah, c'est vraiment mon chemin de parler de la mort. Parce qu'elle m'aurait dit le 19 mars, sans qu'il y ait cette synchronicité, j'aurais dit, bah non, c'est mon anniversaire, j'ai pas forcément envie de faire une conférence sur la mort le jour de mon anniversaire. Mais là, je me suis dit, ok, c'est mon chemin. Et ce qui est incroyable, c'est que le 19 mars, c'était un samedi, on l'a fait un après-midi, et il y avait un soleil incroyable dans Paris, et en général, personne n'a envie d'aller s'enfermer dans une salle quand au mois de mars, il commence à y avoir les premiers rayons de soleil, et on a eu une salle comble. Et avec, voilà, on avait vraiment enfin, il y avait énormément de monde, et je dis on parce qu'on était deux. Il y avait Stéphane Rio, qui était avec moi. Et les gens nous ont dit, s'il vous plaît, ce serait bien qu'il y ait des espaces justement pour parler de la mort. Merci d'avoir qu'on puisse parler de la mort, et ça serait bien qu'il y ait des espaces. Et c'est comme ça que j'ai commencé à animer des groupes de parole sur la mort à Paris. Voilà, c'est parce qu'il y a eu ces synchronicités et cette journée. Il y avait le chemin Ouais. qui s'est éclairé devant Ah toi. bah oui, 4 octobre, 19 mars, je me suis dit, bon ouais, ok, parler de la mort, c'est mon chemin, quoi. Mhm. Je peux pas y échapper. Tu continues ces rendez-vous sur la mort On le fait de temps en temps D'accord. sur Zoom maintenant. On l'a fait quand même pendant 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Donc c'est la chaîne aussi du du mieux-être et du bonheur. Donc il y a un passage là-dessus, juste avant de te demander ta vision du bonheur avec Olivier Chambon, qui lui dit, tu reprends donc ces termes dans le livre. Il explique que dès que l'on met le corps dans un état d'ouverture, de détente et de présence, l'intelligence du corps, comme celle de la conscience individuelle, s'exprime, et on est en contact avec ces messages, ces intuitions qu'elle nous donne, les connaissances. Parce que la conscience individuelle, qu'on peut appeler l'âme, est un mélange d'énergie et d'information, de l'énergie et de l'information qui sont utiles pour la vitalité et pour le bon fonctionnement de nos différents corps, les corps physiques, éthériques, émotionnels, mentaux, parce qu'elle nous le relie, elle nous fluidifie, elle les informe, presque en 2 mots, informe. Elle leur donne une forme et leur répare leur forme, elle connecte tous ces corps pour qu'ils fonctionnent de façon harmonieuse, propice à la santé physique, mentale, on pourrait dire, du bonheur. Donc quelle est un peu ta vision toi-même du bonheur? Ah, je crois que je suis complètement d'accord avec ce qu'il écrit. Puisque moi-même, mon âme, elle, voilà, si on dit que l'âme, c'est justement la conscience, c'est des corps énergétiques, et que moi, je l'ai découvert par un problème de genou, donc un problème physique. Et donc, je pense que quand on est aligné, on est moins malade et on ressent une paix intérieure. Donc, le bonheur, c'est ressentir cette paix intérieure. Donc, ça vient de l'intérieur. Je dirais, le bonheur, il vient de l'intérieur. Est-ce que tu aurais des conseils, justement, tu l'abordes également dans le livre, sans tout relire aussi, mais sur le fait de vieillir, comment on peut utiliser vraiment notre connexion à notre âme pour mieux vieillir? Alors, oui, je pense que c'est essentiel. Déjà, cet espace en nous, il reste éternellement jeune. Il ne vieillit pas, en fait. Donc, quand on est relié à son âme, eh bien, on ne se sent pas vieillir. Absolument. Donc c'est intemporel, en fait. Exactement. Donc cette connexion, et d'où ces âmes qui voyagent aussi, et puis
ces espaces-temps. Et est-ce que tu as des choses qui te révoltent dans le monde d'aujourd'hui, dont vraiment tu voudrais dénoncer aussi, et puis apporter des beaux messages pour nos personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors j'essaye de ne pas aller sur le contre, sur ce qui est pas beau, enfin parce qu'évidemment il y en a dans notre monde aujourd'hui. Mhm. J'essaye d'ailleurs dans mes films, il y a jamais de négatif et je critique jamais. Je ne fais que diffuser, mes films ne font que diffuser de la lumière. Donc c'est vraiment pour moi, c'est une source d'espoir. Je pense que ça doit être dur de vivre en pensant qu'il n'y a rien, qu'il y a juste cette vie terrestre. Parce que la plupart des êtres humains sur cette terre souffrent, c'est pas évident. Et je pense que ça donne du sens de savoir qu'il existe un autre monde de l'au-delà, que la terre ce serait qu'une école sur lequel l'âme vient apprendre, se perfectionner, s'élever. Bah, j'aimerais bien que ça aille plus vite et que ça se diffuse en fait, qu'on sache qu'il y a une vie après la mort. Le grand public, enfin les grands médias ne vont pas là-dessus du tout. Aujourd'hui, c'est des petites touches, voilà, c'est comme ton podcast, voilà, mais les grands médias pour le moment n'y vont pas, donc je suis impatiente qu'on y aille. À force d'en parler, on parle souvent de la bascule des 10%, Ouais, donc à force ouais. d'en parler, je pense que les choses vont changer. Oui. Et en tout cas, merci beaucoup Valérie pour nous avoir apporté cette lumière et puis ton expertise et de mettre également à disposition tous ces beaux messages. Merci. Ben, merci Hugues. À bientôt, retrouvons-nous pour un prochain interview sur la chaîne du Wellbeing Museum.